Bienvenue à l'Institut français du Cameroun, antenne de Yaoundé. Bienvenue à Face à ECN. Le principe est simple. Des personnalités au parcours inspirant se racontent en toute liberté. Pour cette édition, nous sommes en compagnie d'un ancien champion de tennis qui a réussi sa reconversion musicale. Aujourd'hui, patriarche du village Etoudi. Nous sommes honorés d'accueillir Yannick Noah. Est-ce que le public peut l'applaudir bien fort? Bienvenue Yannick. Ça va bien. Bienvenue. Salut. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de Face à ECN, à l'Institut français du Cameroun. Comment allez-vous Yannick Noah? Comme un vieux capable. C'est-à-dire C'est-à-dire heureux d'être là. Vous savez, arrive un moment dans la vie où le temps passe. Le temps passe. Et forcément, on vit chaque instant intensément parce qu'on sait que ça passe. Voilà, à l'époque, j'étais petit frère. Après, je suis devenu grand frère. Après, papa. Maintenant, c'est papy. Et le temps passe. Donc, ça va très bien. Content d'être là, vivre chaque moment. Voilà. Et content d'être avec vous. Merci, le plaisir est partagé. Alors Yannick Noah, l'actualité musicale, c'est bien sûr la sortie dans quelques semaines, le 21 octobre précisément, le nouvel album, l'album que tout le monde attend. Mais avant cela, on a eu droit à deux singles. Le premier single est sorti il n'y a pas longtemps, Back to Africa. Et tout récemment, jeudi dernier, on a eu droit La vie c'est maintenant. Voilà. Tout à fait. J'ai travaillé sur cet album en mai et juin. Nous avons fait un premier clip, donc l'idée c'était, j'aime bien quand je chante que ce soit des chansons qui aient un sens pour moi. Aujourd'hui, je suis à un changement dans ma vie puisque je suis parti d'ici, j'avais 12 ans, vous n'étiez pas né. Bah oui, j'étais pas né. Je suis parti il y a longtemps et c'est vrai que la vie a voulu que je parcours le monde en vivant mes différentes passions. Et lorsque je me suis mis dans la musique, c'est vrai que j'ai trouvé, j'aimais qu'il y ait un sens dans mes textes. Et c'était plus simple pour moi et plus facile et plus fort quand les textes étaient attachés à ce que je vivais. Donc, pour parler du dernier album, il s'appelle La Marfée. La Marfée, c'est le nom de l'école de ma maman, l'école qu'elle a créée à Etoudi il y a 50 ans. Et et puis voilà, Back to Africa, évidemment, avec des images qui sont retirées de mes images d'archives. Et le dernier clip qu'on a fait, c'était il y a 2 semaines, sur justement ce morceau, a été tourné ici. Vu que mon rôle et mon destin, depuis le jour où je suis né, c'est d'essayer de rassembler mes deux cultures. Et donc, en tant qu'artiste, j'aime bien pouvoir, d'un côté, pouvoir à travers mes textes, parler de choses qui me plaisent, et souvent avec l'image, les accompagner. Voilà, donc on a fait des choses au Cameroun, à Yaoundé précisément sur cette fois-ci, et ça sera vu, comme vous savez, à Mbeng. Un peu partout. Alors justement, en parlant de tests, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur le single Back to Africa qui est sorti au mois de juillet dernier. Voici ce que vous dites. Et tout ce temps passé à te rechercher sur les terres reculées du monde entier. Back to Africa, l'autre partie de moi, ton soleil m'a manqué, ton soleil m'a manqué. C'est révélateur, Yannick Noah. Comme je vous disais, c'est moi. C'est plus facile. Je suis pas un chanteur, je suis pas technicien. Je chante avec mon cœur. Et c'est plus facile quand je chante des choses qui me parlent. Et c'est vrai que Back to Africa, ça aurait pu être Back to Etoudi ou Back to Cameroun ou Back to my family. C'est juste que l'autre partie de moi, cette partie qui m'a manqué, parce que comme je vous disais tout à l'heure, je suis parti en 72, je suis parti près de 50 ans. Et du coup, revenir, c'était l'autre partie que j'ai laissée tôt, peut-être trop tôt. En tout cas, c'était très tôt, mais bon, c'est ma vie. Et la vie a voulu que je revienne ici, que je sente ce besoin de retrouver cette partie de moi qui était de côté, tant bien même je venais souvent en vacances. Mais entrevenir 15 jours de temps en temps et habiter, en plus de cela, comme vous le savez, j'ai été à la mort de papa, je suis devenu un patriarche. On en parlera plus en détail tout à l'heure. Voilà, donc c'est tout ça. Donc, parce que si vous m'arrêtez pas, moi je peux parler pendant deux heures direct comme ça. La vie c'est maintenant, Yannick Noah. On n'a pas le temps, pas de regrets ni de rancœur, la tête ailleurs, la tête ailleurs. La vie c'est maintenant, on voit les choses en grand, on dégomme la douleur, mais y du cœur. Un peu de mélancolie aussi, dans une certaine mesure. Ouais, une jolie mélancolie. C'est beau la mélancolie, c'est joli. C'est un souvenir souriant. On pense un peu au passé, au souvenir, et tout ça pour nous dire qu'on a fait un parcours et qu'aujourd'hui c'est précieux d'avoir la santé, d'avoir les gens autour de nous, d'être juste vivant.
Et quand on a la possibilité, cet honneur et cette chance d'avoir une écoute à travers un public ou des fans, c'est important d'essayer de les amener dans des, comment dire, dans des histoires ou en tout cas des points de vue positifs. Toutes mes chansons sont positifs. Je veux toujours proposer un axe, une façon de voir positive, parce que les gens que j'ai admirés, c'était ça. Et finalement aussi une invitation au voyage. Lorsqu'on parcourt votre discographie, à chaque fois, on a vraiment envie de voyager, envie d'aller découvrir. 91 Black and White, 93 Urban Tribu, 98 Zamzam, 2000 Yannick Noah, 2003 Pokhara, 2005 Métis, 2006 Cherango, 2010 Frontières, 2012 Hommage, 2014 Combat Ordinaire, 2019 Bonheur Indigo et puis 21 octobre 2022 La Marfée. Quel parcours, hein? Je vis ma chance. Ouais. Je vis ma chance. Vous savez, c'est une chance de pouvoir vivre de sa passion. J'ai été fan d'artistes. Il y a des artistes qui sont sur le devant de la scène, mais il y a surtout une majorité de gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette écoute, la possibilité même de jouer et d'en vivre. Et je dis pas en vivre grandement. Donc oui, c'est très précieux. Je ne m'habitue pas à ça. Chaque concert, pour moi, c'est un cadeau. Chaque album, pour moi, c'est une opportunité positive et je profite de ça. Parce que c'est pas juste moi, je représente aussi tous ceux qui sont derrière et qui n'ont pas justement la voix. Mais en réalité, qu'est-ce qui provoque le déclic, Yannick Noah? Qu'est-ce qui vous pousse à entamer une carrière musicale? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Tout jeune, vous écoutiez qui comme artiste? Qu'est-ce qui provoque le déclic en fait? J'ai vécu une enfance et une adolescence de solitude. Je suis parti, j'ai laissé mes parents très tôt. Très tôt. À l'époque où il n'y avait pas les téléphones, où on ne pouvait pas s'appeler, donc on se parlait j'appelais en PCV, on se parlait 5 minutes tous les 15 jours. Donc j'ai développé un manque qui a été une force et pour répondre à votre question, j'avais un rapport très particulier avec la musique parce que quand je venais en vacances ici, je piquais les disques de papa et les disques de maman. Pas pour leur piquer des disques, mais quand je les écoutais, parce que j'étais loin, j'avais l'impression d'être un peu proche d'eux. Et du coup, moi, chanter, pour moi, ce sont des émotions, ce sont des sentiments. J'ai vu mon père en France écouter, je l'ai vu quand j'étais enfant, écouter à l'époque, c'était Cambi Briand, Ebo Alotine, Francis Bébé à l'époque, mais je le voyais que quand il écoutait ça en France, c'était autre chose que juste la musique. C'était ce manque qu'il avait d'ici. J'ai vu ma mère devant un tourne-disque ici, à l'époque, avoir presque les larmes aux yeux en écoutant des artistes comme Brel, Brassens, etc. Donc toutes ces chansons, les gens me disaient « Oh là là, mais c'est incroyable, tu connais toutes ces chansons » parce que je les écoutais constamment, parce que c'était un lien que j'avais avec mes parents. Et ça vous a permis de développer aussi votre éclectisme en matière de musique parce que finalement, au niveau des rythmes, vous êtes à la fois pop, jazz, reggae, sonorité africaine. À chaque fois, c'est un voyage, comme je le disais tout à l'heure. Tout à fait, c'est ma vie. Je suis franco-camère, blanc-noir. J'ai vécu beaucoup aux États-Unis, j'ai des enfants américains. Et j'ai essayé de profiter, en tout cas d'être ouvert à tout ce que ces voyages ont pu me donner. Et oui, j'aime la musique en général. Et c'est vrai que mes goûts sont très éclectiques parce que, en fait, souvent, les musiques vous rappellent des moments, comme je disais, ou des personnes, ou des amours, ou de la mélancolie, ou tellement de choses. Et Bob Marley dans tout ça? Bob Marley, c'était mon premier, musicalement, mon premier héros. Pas parce que c'était une superstar, mais c'était quelqu'un de simple. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour les superstars qui étaient des gens près du peuple. Pour moi, c'est ça les vraies stars. Je suis pas du tout impressionné par les gens qui arrivent à des 4x4, des gardes du corps, des lunettes noires et des putes. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout mon truc. C'est pas du tout. Et je sais que c'est un mouvement qui marche. Beaucoup de jeunes rêvent de ça. Je suis complètement en dehors de ça. Et c'est ce côté rasta que j'aime bien parce que c'est cette recherche de la racine. Et celui qui a pu véhiculer ça, c'était Bob Marley. Je l'ai vu en concert et j'ai vu surtout son mode de vie. Son mode de vie. J'ai rencontré beaucoup de stars et c'est la star qui m'a impressionné et qui m'a stimulé et guidé dans mes choix, même dans le mode de vie, au-delà de la musique.
je peux vous chanter quasiment toutes les chansons de Bob Marley. C'est pour ça que j'ai son tatouage. Ah, vous avez le ici. tatouage? Ah, super. Super. Je suis encore c'est Bob Marley, capable. là, carrément. C'était pour montrer les vieux biscottos. Alors, parlons de votre première passion, quand même, c'est le tennis. Vous avez un parcours incroyable de champion. Et vous allez certainement partager avec nous des anecdotes. C'est au Cameroun que le jeune Yannick découvre le tennis. À l'époque, le pays ne compte que 8 cours, si je ne m'abuse. Ouais, enfin pas beaucoup. Pas beaucoup, en tout cas. Oui, pas beaucoup. Je jouais à l'époque, ça s'appelait le Mess des officiers. Il y avait 2 cours en montant au lycée Leclerc. Pas loin du ministère de la Défense. Ça existe toujours. Et c'est là que j'ai commencé à jouer. Mais bon, forcément, les enfants de mon âge, en tout cas nous, moi j'étais avec les ramasseurs de balles. Mes parents n'avaient pas de quoi acheter une raquette. Ma première raquette, on avait une planche. On coupait des grosses planches comme ça. Et on n'avait pas de manche et on prenait les vieilles chambres à air. On faisait les raquettes comme ça. Chacun avait sa balle. Moi, j'avais ma balle et vous savez, les balles de tennis, c'est du feutre. On jouait tellement que on n'avait plus de feutre. Il n'y avait plus le feutre dessus, c'était juste du caoutchouc. On n'avait pas accès aux cours. On jouait sur un terrain de boule. On faisait les lignes avec les pieds et on faisait le filet avec 2 bancs qui étaient là. Mais on rêvait. Et forcément, quand on part de là, et on dit toujours, il faut jamais oublier d'où on vient, quand on part de là et qu'on avance dans la carrière ou dans la vie, tout court, on apprécie. Et j'ai apprécié tout le chemin. J'ai apprécié le jour où on m'a donné ma première raquette. J'en ai pleuré. Là, on est en 71. Ça, c'est en 60. C'était bien avant? C'était en 70, mon oncle revenait des États-Unis et il m'a ramené une vraie raquette. Une vraie raquette avec des cordes. C'était incroyable. Je mettais ça dans mon lit. Tu touchais pas ma raquette, je te tue si tu touches ma raquette. Mais alors quand je parle de 71, je pense tout de suite à l'Américain Arthur Ashe, qui est de passage au Cameroun et qui est quand même un grand champion de tennis. Et la rencontre va être déterminante. Est-ce qu'on peut dire que s'il n'y avait pas eu Arthur Ashe, on n'aurait pas eu Yannick Noah, grand champion de tennis qu'on connaît aujourd'hui? On ne peut pas refaire l'histoire, mais par contre, il faut apprécier. Il y a des moments dans la vie, je pense, de mon parcours et de par la vie, les gens autour de moi, en tout cas l'expérience que j'ai eue de grand-père aujourd'hui, c'est que je pense que dans la vie, des fois, on peut avoir 1 ou 2 chances, des moments qui ont fait basculer votre existence. Tu peux aller à gauche ou à droite et tu ne sais pas pourquoi tu es allé à droite. Peut-être que, et je pense qu'il y a des choses qui sont écrites et qui sont plus fortes que nous et tu ne sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi un jour tu arrives au tennis club de Yaoundé, que tu es là et qu'il y a un Américain qui est un des meilleurs joueurs du monde qui arrive pour jouer ici. C'était la première fois que des joueurs de ce niveau venaient au Cameroun et c'était la dernière fois. Il n'y a pas eu depuis. Et il s'est trouvé que j'étais là. Il s'est trouvé qu'il m'a vu, que j'ai pu jouer avec les enfants. Moi, la première chose qui m'avait impressionné, puisque forcément on n'avait pas la télévision, c'était que nous, on avait des chemises et quand on devait jouer à l'époque, on devait jouer en blanc, mais personne n'avait les chemises blanches. Avec la terre rouge, on était toujours avec des chemises un peu, pas sales, mais rouges. Même si tu laves, c'est toujours rouge. Et moi, ce qui m'avait impressionné, c'est que je vois ce joueur. Parce que nous, quand tu as une raquette, c'était beaucoup. Il avait 4 raquettes et il avait une tenue blanche. Et c'est la première chose qui m'a impressionné. Et c'est devenu instantanément mon héros. Il avait une façon d'être qui était d'une élégance incroyable. J'avais jamais vu ça. Et on a joué, on a échangé des balles. J'étais le petit espoir. Je jouais bien. Et c'est là quelques mois après, il y avait le Roland Garros, qui était quelques mois après. Il est allé à Paris, et à Paris, il a parlé de moi au président de la fédération, qui m'a fait revenir en France. Et là, j'ai eu une bourse pour être pensionnaire. Et la formule sport-études. Sport-études. Ça marche toujours aussi bien aujourd'hui? C'est de plus en plus dur parce que les jeunes, maintenant, pour atteindre le plus haut niveau, sont obligés d'arrêter les études, ou en tout cas tel que c'était à l'époque, où on allait quand même au lycée. Maintenant, les jeunes sont obligés de faire des cours par correspondance assez tôt. Pour les garçons, il faut commencer vers 14 ans, et pour les filles, c'est encore plus tôt, parce que les filles arrivent à un niveau de maturité tennistique plus tôt. On a des championnes qui ont 17 ans, 18 ans, 19 ans.
En gros, il faut lancer le projet aujourd'hui à 8 ans. À 8 ans, ouais. Alors, quel parcours extraordinaire. Je vais partager quelques moments forts de la carrière de Yannick Noah. Il a notamment remporté le tournoi de Roland-Garros en 1983, ce qui lui vaut d'être à ce jour le seul joueur français à avoir remporté un tournoi du Grand Chelem de l'ère Open en simple messieurs, mais aussi le joueur français le mieux classé à l'ATP et le plus titré avec 23 titres. Je pense que ça mérite des applaudissements. En 1986, Yannick Noah également classé numéro 1 en double. Il a ensuite, en tant que capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, mené les Français à la victoire en 1991 et 1996. Il a fait de même et en 2018. En 2018 aussi, voilà. Donc, non, il faut pas oublier, moi, quoi. C'est important, c'est-à-dire que les détails aussi comptent. Mets-moi en haut. On n'oublie aucune date. Et puis, voilà, donc Yannick, c'est vraiment une carrière extraordinaire. Finalement, on a l'impression que tout ce à quoi vous touchez se transforme en succès. C'est quoi la méthode de Yannick Noah? C'est une question de perspective, ça dépend ce que vous appelez le succès. J'ai fait une carrière de sportif. Oui, j'ai gagné un tournoi. J'ai gagné un tournoi du Grand Chelem. Il y a des gens qui disent que j'aurais dû en gagner plus. Là, à l'heure où on parle, il y a Roger, mon jeune frère, qui en a gagné 20. J'en ai gagné un. Le problème de ma victoire, en tout cas la chance que j'ai eue, c'est que ma victoire a été parfaite. Elle était parfaite. C'était à l'endroit où moi j'avais passé une année en tant que pensionnaire, que les ramasseurs de balles, je les connaissais, que les gens qui nettoyaient les cours, je les connaissais parce que j'ai vécu là, que dans la tribune, il y avait tout le monde, et en particulier mes parents et tous mes amis. C'était un jour de juin, j'avais 23 ans. J'ai gagné ce truc-là. Papa est descendu sur le cours. On a eu un moment d'émotion intense. Quand j'ai touché ça, j'avais touché mon Graal. Et mon Graal, c'était, inconsciemment, c'était de gagner Roland-Garros, de gagner un grand tournoi. Je voulais montrer qu'un joueur franco-camerounais, français ou camerounais, Genguerou, comme vous voulez. Non, mais comme vous voulez. Oui. Mais c'était quelque chose qui était fort en moi, parce que, voilà, les Français ne gagnaient pas. Ouais. Bon, on nommait souvent le fait que j'ai commencé à jouer ici au Cameroun. Et on dit souvent, c'est le dernier joueur français, mais c'est le seul joueur de l'histoire africain qui a gagné un tournoi du Grand Chelem. Ça a au moins autant. On peut applaudir. Et une fois que j'ai touché ce moment-là, je n'avais plus d'autres rêves dans le tennis, en fait. Oui, j'aurais pu dire je jouais un peu plus. J'ai continué à jouer pendant des années. J'ai gagné des tournois. Mais j'avais plus cette chose qui était comme une urgence, comme une chose de survie. Quand je jouais, avant ça, c'était une question de survie, d'honneur, d'amour. Enfin, il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de moi que je devais prouver. Parce que je savais que quand je jouais, c'était pas Yannick qui jouait. Je savais que je jouais au nom de beaucoup de gens. Vous parlez des Français, des Camerounais. Les gens écoutaient ici les matchs. Les gens ont suivi le match ici à la radio. J'ai des images, quand je les vois, même aujourd'hui, ça m'émeut. C'est énorme. Hein, et c'est ça qui est très fort. Et après, la question était de savoir, quand j'ai terminé, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que je suis un joueur passionné. Je suis un être passionné et très sensible. Et je voulais surtout faire quelque chose qui me plaisait. Quelque chose dans lequel j'allais pouvoir mettre à nouveau mon cœur. Et j'avais ce rêve fou d'être chanteur. Et ce que j'ai aimé beaucoup au début de ma carrière, c'est que tout le monde me disait c'est pas possible. Il suffit de me dire c'est pas possible, et là je t'emmerde, je vais le faire. Et donc au début, personne n'y croyait, parce que ça s'était jamais fait. Et ça me plaisait. Et donc j'ai fait il s'est trouvé que la première chanson qui était un peu un trompe-l'œil de ma carrière, c'est que la première chanson a marché. Pour moi, c'était comme un clin d'œil, mais le sens de la chanson était évident. C'est-à-dire que j'aurais pu faire que cette chanson et ça aurait englobé en gros tout ce que j'ai envie de dire. On parle de Saga Africa? Oui, parce que les gens disent Saga Africa, ambiance de la brousse, on est à la queue leu. C'est pas du tout ça, Saga Africa, c'est pas du tout ça. Saga, et là, le type là, oui, petit blanc. Paris, Yaoundé. Connexion, mais venez. Déjà, rien que les premières phrases, c'est ça. Tout de suite, je parle de mon métissage. Tout de suite, je parle de ma double culture. Et tout ça avec un sourire. Direction quartier, puisque je chante en beng. Poulet braisé avec le meilleur. Mais comment goûte le meilleur? Comment tu es calé à mouf et l'anoiseau? Parce que c'est important.
etc., etc. Et c'est amusant parce que c'est un élan Noizout qui est un élan Noizout fédérateur. Ouais, parce que finalement, tout le monde se retrouve autour d'élan Noizout. Oui, tout à fait. Oui. Sans forcément comprendre quelles sont les réalités qui se rattachent à cette expression-là. La réalité, c'est comment vous dites les choses. Vous savez, quand vous voyagez, vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez pas la langue. Bien sûr, vous êtes avec vos amis, la première chose, on t'apprend à dire bonjour, au revoir, merci, bonjour madame. Et on te dit, va te faire foutre. Aussi, tu as toujours besoin de connaître l'insulte. Et c'est amusant parce qu'il y a quelques semaines, quand le président Macron est venu au village, à un moment, j'ai chanté Saga Africa. Et je me suis arrêté pour dire, président, là, je vais dire Élan Oiseau. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est marrant parce que c'est une manière de se rapprocher. On n'insulte pas. Et etc. Donc, cette chanson qui était ma première à fonctionner, l'album a marché parce qu'il y avait la curiosité de Yannick qui chante, porté par ce single. Après, j'ai fait 3 albums et j'adorais ça. J'ai joué dans des petites salles des fêtes. J'ai fait un concert un jour dans une salle de 1000 places. Il y avait 6 personnes. 6, c'est-à-dire il y avait plus de gens de sécurité que de gens C'était la super magie. Ouais. C'était la magie. Et à un moment, le promoteur était tellement, comment dire, il était tellement désabusé, il était mal à l'aise, qu'il avait ouvert les portes, il allait chercher des gens dans la rue pour un peu remplir, quoi. Et à un moment, à l'époque, je chantais en anglais, je chantais une chanson où j'essaie de chanter la connexion entre la vie et la mort. Voilà, qu'en disant que les morts partent pas vraiment. J'étais vraiment intense comme ça, une mise en scène intense. Et à un moment, comme ils prenaient les gens dans la rue, monsieur, il est venu avec son chien. Quand j'ai commencé à chanter là, le chien a commencé à gueuler la maille. C'était incroyable. Mais ça ne m'a pas arrêté. Et vous disiez que je touche. Non. Il y a un parcours. Oui, vous avez cité des albums. J'ai joué dans des salles vides. J'ai appris le métier. Je peux jouer partout. J'ai joué dans des salles, comme vous dites, de 6 personnes, mais j'ai joué aussi au Stade de France, il y avait 80. Revenons un peu à cette carrière de tennisman. Qu'est-ce qui aura été le plus difficile aujourd'hui avec du recul? Parce que vous avez été très tôt propulsé au devant de la scène, cette surmédiatisation. Alors comment vous avez géré tout ce stress-là qui est fortement dû au fait que très jeune comme ça, on flirte avec le succès? J'ai eu des moments de déprime, mais maman était prof de français. Et maman m'envoyait des fois dans des lettres, parce qu'on s'écrivait des citations. Et vous savez, des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des mots qu'on garde. Il y en a 2, 3 comme ça. Et celui-là, venant de maman qui était loin, je savais que c'était quelque chose parce que maman lisait beaucoup. Enfin bon, elle m'avait dit, Yannick, voilà une citation, derrière tous les problèmes, il y a une opportunité. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé. Et bien sûr, j'ai souffert, bien sûr, j'ai pleuré. Bien sûr, vous parlez de la médiatisation. Oui, j'avais 23 ans. Ouais. Tout d'un coup, j'ai eu énormément d'attention. Et j'étais pas du tout préparé parce que moi, je rêvais pas d'être une star. Je rêvais de gagner ma vie. Juste avant, moi, je rêvais parce que je m'étais dit dans mon adolescence, parce qu'on parle souvent de la motivation. On dit, il était motivé, cet enfant. Oui, j'étais motivé quand j'étais ici parce que je voulais une raquette. Après, tu as une raquette. Après, je suis arrivé en pension et comme j'étais pensionnaire, enfin, c'est une école d'humilité parce que quand tu arrives dans un club de tennis où tu as des gens aisés, moi, j'étais un petit guinguérou, encore une fois, mais fier, mais quand même guinguérou. Tu arrives au club et j'étais très, très timide. Donc, je dis, bon, la seule façon pour moi de m'affirmer, c'était à travers ma raquette. C'est-à-dire qu'on allait m'écouter, m'entendre, j'allais même exister si je jouais bien. Alors, tu commences par perdre. Là, ça développe une certaine détermination. C'est une détermination, mais c'est amusant de voir que, comment dire, ma motivation à cette époque-là de 13 à 16 ans, quand j'étais en sport-études, il y avait une petite qui s'appelait Sylvie. Elle était tellement jolie, c'était la magie. Et comme je n'osais pas m'approcher d'elle, vous savez, la motivation d'un enfant, d'un jeune enfant, on ne sait pas. Ça peut être souvent pour faire, vous savez, quand vous nagez pour la première fois, vous dites à votre maman, regarde, papa, regarde. Et puis quand ils ne sont pas là, tu fais comment? Donc moi, c'était cette fille. J'ai dit, un jour, cette fille va me voir. Et vous êtes enfant, et c'est une motivation forte jusqu'au jour où elle te voit. Après, il faut trouver une autre motivation. Alors ma première motivation, c'était de vite passer mon permis pour avoir ma première voiture. Après, pour louer mon premier appartement. Et dès que j'ai pu louer ça, après, c'était pour acheter une maison à maman. Après, c'était pour envoyer des choses à papa. Et puis, ça avance comme ça, la motivation avance comme ça. Jusqu'au jour où ça a explosé. Et là, j'avais tout. Et j'ai pas eu
cette autre chose. Je me suis, là, j'ai un peu lâché. J'avais 24 ans, j'ai lâché. Je me suis dit maintenant, ce que je veux dans ma vie, c'est une famille et des enfants. J'ai des enfants jeunes. J'ai mes enfants, Joachim, je l'ai eu à 24 ans. Vous avez combien d'enfants? J'ai 5 enfants pour l'instant. Et petits-fils aussi Des petits-fils aussi. Hein. Et je suis grand-père 3 fois. Ah bah super, félicitations. Joachim a 2 enfants et Yelena un petit garçon. Et vos enfants sont fiers de vous Je pense, mais c'est un combat tous les jours. Ouais, j'essaie de leur montrer l'exemple. Et vous pensez être un bon papa pour vos enfants? Un bon grand-père pour vos petits-enfants? Le grand Yannick Noah. Non, c'est pas... j'essaye. Ouais. J'essaye. On peut toujours faire mieux. J'essaye. Mes enfants sont éparpillés dans le monde. Je suis ici. Ma fille habite à Hawaï. C'est presque 24 heures de vol. On se voit peu. Joachim habite aux États-Unis à Miami. Jenai habite à New York. Les 2 derniers habitent à Paris. Et j'ai eu la bonne idée de venir ici. Donc forcément, c'est sûr que le rapport que nous avons sont des moments rares et intenses et précieux. Et des fois, on se dit que, des fois, je me dis que peut-être que j'aurais dû faire un peu différemment. Pour l'instant, ils ont l'air d'aller bien, mais bon, il faut rester vigilant. Alors, dites-nous, Yannick Noah, on parlait tout à l'heure de la rencontre avec Arthur Ashe. Arthur Ashe vous a donné votre chance. Vous avez donné la chance à qui dans le tennis? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour faire éclore de nouveaux talents, de nouveaux Yannick Noah? Ou qu'est-ce que vous avez déjà fait? J'essaye de donner la chance tous les jours. De manière concrète, qu'est-ce que vous faites? Mais non, mais c'est-à-dire que les gens se disent, oui, il va faire une championne. C'est tellement au-dessus. C'est une manière d'être. Pourquoi j'ai réussi pourquoi j'ai profité de la rencontre avec Arthur Ashe? Parce que Arthur Ashe, c'était pas un champion. C'était une personne généreuse. C'est une personne généreuse qui a pris du temps pour moi. Et tu peux prendre du temps tellement différemment. Les gens se disent, Arthur a fait ça pour lui. Donc, bien sûr que je fais ça. Il y a des dizaines et des dizaines de joueurs qui sont partis d'ici depuis le temps et qui sont devenus entraîneurs, professeurs de tennis, d'autres qui ont fait des études, etc., etc. Mais c'est un truc de quotidien. C'est pas le tennis, c'est accessoire. Ça n'a presque aucune importance. C'est justement d'essayer de. J'ai beaucoup de gratitude par rapport au fait qu'aujourd'hui j'ai la possibilité au quotidien de donner du bonheur aux gens. Ça n'a pas de prix, mais loin de moi l'idée de venir énumérer tout ce que j'ai fait. Alors, d'un point de vue local, est-ce que vous avez des actions que vous avez posées dans le sens de développer le tennis au Cameroun? Quel est son rapport, par exemple, avec la fédération camerounaise? Je n'ai aucune relation avec la fédération camerounaise. Je suis très fâché avec eux. Ah ouais? Et pourquoi? Parce que je suis Yannick. J'ai fait un parcours qui est le mien. Et je pense que la moindre des choses, c'est qu'ils viennent vers moi. Il y a eu la Coupe Davis au Cameroun, c'est la première fois. Il y a eu la Coupe Davis ici il y a un mois. Où il y avait 8 nations qui ont joué la Coupe Davis. J'étais pas au courant. J'ai gagné 3 fois la Coupe Davis. Enfin, c'est un peu. Enfin, Vous n'avez pas été informé du tout par la fédération? Non, j'ai appris sur les réseaux sociaux. Et mais c'est un mode de pensée. Hein. C'est pas un oubli. C'est volontaire. Donc, comme moi, je n'aime pas rentrer dans ce jeu-là. Vous m'entendrez jamais. Vous plaindre. Voilà, je pense que il faut être 2 pour danser. Donc moi, j'ai envie de danser. S'ils n'ont pas envie de danser avec moi, il n'y a pas de problème. Je danse au village. Je suis capable. J'ai de ces phases-là, mais ça, on vous a déjà vu sur scène plusieurs fois, Yannick. Non, c'est pas un problème. Donc oui, donc voilà. Si je dois faire des choses, ça se fait naturellement. Si ça doit être sur le plan social ou aider des joueurs, parce qu'il y a des jeunes, parce qu'il y a une jeune fille qui joue très très bien et d'autres qui jouent très très bien. Si je peux les aider avec les équipements, avec le sponsoring, avec des voyages, etc. On parle de certains et je sollicite souvent mes amis, certains qui sont ici à l'ambassade, qui nous aident pour ces projets-là. C'est notre rôle de participer et bien sûr les jeunes, évidemment les jeunes. Parlons de l'échec, Yannick Noah. Vous avez aussi connu l'échec. Mais sans arrêt. Ouais. Sans Vous arrêt. avez eu une fin de carrière un peu compliquée. Pas du tout, c'était merveilleux. Je me suis arrêté très très tôt. J'ai arrêté en fait, j'étais quasiment au sommet de ma carrière. D'accord. Parce que j'étais arrivé en demi-finale de l'Australian Open.
C'était compliqué à un moment de trouver l'équilibre entre la vie de famille, qui pour moi était essentielle. Donc du coup, le tennis n'était plus une priorité. Et avant de m'arrêter, pour moi, c'était la sonnette d'alarme, c'est que mes enfants, pendant un moment, me suivaient dans les tournois parce qu'ils étaient jeunes, Joachim et Yelena. Et la dernière année, c'était en 90, j'avais 30 ans, mes enfants allaient rentrer à l'école. Ils sont rentrés à l'école à la rentrée 90. J'ai fait mes 3 derniers mois et j'ai arrêté après parce que pour moi, ça n'avait plus de sens. Mais je me suis dit, pendant 3 mois, je vais laisser un petit peu papa de côté et je vais voir si je peux faire une belle sortie. J'ai fait une belle... pensé à votre conversion? Non, belle sortie déjà du tennis. J'étais en demi-finale de l'Australian Open. C'est un moment de grande émotion. Et j'ai arrêté, j'ai gagné le tournoi de Sydney la semaine d'avant, où j'ai battu le numéro 2 mondial qui s'appelait Ivan Lendl. Et quand j'ai gagné le tournoi, j'ai levé la coupe et ce jour-là, je savais que j'avais arrêté ma carrière parce que ça ne m'a rien fait. Les miens étaient loin d'ici, je voulais être avec ma famille. Et en fait, avant même de chanter, la priorité pour moi, c'était de pouvoir avoir une vie de famille à la maison. Parce que en foot ou dans d'autres sports, on part, on joue à l'extérieur, mais on revient le soir ou le lendemain. En tennis, on part 2-3 mois. On revient pas à la maison. Ma première maison, je l'ai achetée avec mes premiers sous. J'avais 19 ans. Et j'avais calculé qu'entre le moment où je l'ai achetée et le moment où j'ai arrêté ma carrière, c'était dans l'Essonne. Pendant donc 11 ans, j'y habitais 10 mois. J'étais jamais à la maison. J'étais jamais à la maison. Et j'avais besoin d'être un peu à la maison parce que la famille, c'est un toit, etc. Et j'ai arrêté pour ça. Et quand j'ai arrêté, non, vous disiez c'était difficile. Non, j'étais heureux. J'ai arrêté à 30 ans. Vous avez des joueurs qui jouent à 38 ans. Il n'y avait pas d'appréhension sur les lendemains, non. L'objectif était atteint. Là, c'est une nouvelle vie qui commençait, plus proche de ses enfants, de sa famille. Je suis optimiste de nature. Ouais. Super. Ouais. Et au finish, s'il fallait qualifier votre parcours, est-ce qu'on va dire que c'est grande victoire, blessure profonde aussi, un mélange des deux? Je souhaite à tout le monde d'avoir la vie que j'ai eue. Il n'y a pas de blessure. Je me réveille tous les matins depuis quelques années où je suis plein de gratitude. Et c'est pas un truc de philosophie, c'est pas même un truc de religieux, c'est certainement spirituel, mais physiquement, je sais que j'ai beaucoup de chance et je souhaite. Bon, je suis certain qu'il y a des gens qui ont des plus jolies vies que moi, j'en suis certain. Mais je sais, parce que je suis quelqu'un de normal, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent sur cette terre et je leur souhaite tout. Et si je peux avoir un impact, encore une fois, des fois, vous savez, c'est très étrange, des fois c'est juste un selfie. Quand quelqu'un me demande un selfie, je fais un selfie. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. C'est 5 secondes. Mais je vois la tête, alors des jeunes des fois, qui partent avec une photo. Ils partent contents. Tu vois ça, tu as ce pouvoir, ça. Jamais j'ai reçu. Et donc, non, c'est la belle vie. Alors, le 20 mai dernier, chez Prime Video, on a sorti Noah, le sens de la gagne. C'est votre histoire qui est racontée dans un documentaire que j'ai eu l'occasion de regarder. Et ce qui est extraordinaire dans ce documentaire, c'est que l'histoire commence au Cameroun et finit au Cameroun. Tu veux dire que je suis déjà mort? Je parle du documentaire, Yannick. Et tu peux m'enterrer devant les gens, mais comment, quoi? Non, je veux pas. Est-ce qu'on enterre un patriarche? Je peux pas me permettre. Non, mais c'était voulu. On sait pas de quoi va être fait le lendemain. Moi, je pense qu'il y a des forces qui sont supérieures et que c'est mon destin d'être là. C'est mon destin. Pour moi, c'est naturel d'être là. À cette seconde, de parler de ce qu'on parle. Donc, je verrai. Je sais pas. Je suis mon instinct et je suis les énergies. Je les suis. Si je dois partir demain matin, j'aurai aucun problème de partir demain matin. Aucun regret. Non. Le sentiment d'avoir eu une vie pleine, remplie, non, mais partir même physiquement, non, je vais encore vivre des décennies. Moi,
Il y a quoi? Ouais, c'est ça. Non, c'est juste que même physiquement, c'est-à-dire que je suis là, bon, je sais où j'aimerais être enterré. Mais par contre, je peux encore, enfin, voilà quoi. Alors, vous avez un héritage familial quand même assez lourd. Je ne sais pas comment vous arrivez à assumer cela. Je vais peut-être partager avec les internautes qui nous regardent en ce moment sur la page Facebook de l'Institut français du Cameroun. Vous êtes né le 18 mai 1960 à Sedan, c'est dans les Ardennes en France. Tonton Zach, votre papa, né à Yaoundé. Marie-Claire Noah, née Perrier, qui est également native des Ardennes. Alors, votre mère, on l'a dit, était enseignante. Votre grand-père maternel, Marcel Perrier, professeur de dessin artistique au lycée Turenne, il a publié une demi-douzaine de recueils de poèmes à Sedan. Et votre grand-père paternel, Simon Noah Biquier, était un commandant du 1er régiment des tirailleurs du Cameroun lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est un héritage familial, historique et culturel très important, Yannick Noah. Comment vous arrivez à assumer tout cela? Je pense que ça vous suit tous les jours de votre vie. Hein. Bah je pense avoir eu une bonne éducation, justement parce que c'est la transmission. On s'arrête à mon grand-père qui a aussi eu un père et un grand-père, etc., et ainsi de suite. C'est la vie qui va. Ouais, j'ai été éduqué comme j'ai été éduqué, bon, avec des valeurs qui sont les valeurs qui expliquent qui je suis aujourd'hui. Un métis, un guinguérou. Oui, et c'est riche, c'est très riche, c'est très très riche. J'ai fait du sport, papa était sportif. J'ai vécu en France et guidé par maman qui est sportive mais prof de français, donc avec un recul, un regard par rapport à ce qui m'arrivait. Un grand-père qui était grand-père paternel, qui était quelqu'un de énormément, très charismatique et qui m'a toujours dit que le jour où il allait mourir, j'allais vivre à travers lui. Je comprenais pas quand j'étais enfant. Je comprenais pas. J'avais une éducation, j'allais au lycée Leclerc, j'étais à l'école du Centre, j'étais au collège de la Retraite. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait que quand je serai toujours avec toi, parce que tu t'appelles Yannick Simon, que je serai avec toi, parce que même après que je sois parti, je serai toujours avec toi. Je savais pas de quoi il parlait. Donc cette transmission aussi, qui est une transmission, comment dire, des ancêtres. Voilà, la relation d'un côté avec les défunts. Les défunts sont très présents. J'ai marché beaucoup par rapport à le sens spirituel de ma vie. J'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait j'ai beaucoup marché au Népal. J'ai beaucoup marché au Tibet. J'ai retrouvé dans certaines écritures des choses dont je me souvenais que j'avais entendues, parce que nous n'avons pas beaucoup d'écrits ici. On se parlait sous l'arbre, c'est la transmission orale. C'est la culture de l'oralité. Et j'ai trouvé beaucoup de choses dans le sens de comment je vais dire, la relation de cause à effet, qui est que il y a un lien entre l'action d'aujourd'hui et ce qui va se passer dans l'avenir, mais surtout aussi ce qui m'a interpellé, c'est la relation avec les défunts. On a un impact sur ce qu'on va faire aujourd'hui, un impact sur les moments qu'on va vivre demain, mais même aussi après. Et donc ça, c'est ce que j'ai reçu de mon grand-père partenaire. Vous avez d'ailleurs rendu hommage à votre grand-père, Simon Papatara. Oui. On fait un petit bout de cette chanson, un petit refrain, pour le plaisir de ceux qui nous regardent en ce moment. La chanson, tu peux taper ça, mais c'est vrai que... Je suis venu ce matin. Ouais, c'est la chanson qui parle de cette rencontre que j'ai avec mon papa, mon grand-père. Et c'est très très fort, parce que à chaque fois que je chante cette chanson, où que je sois, c'est très fort. Ici, imaginez, je chante au Stade de France, il y a 82 000, disons 81 800 Français et peut-être 200 Camerounais. Et puis, quand ça fait... Et tu as les gens que tu regardes qui font... Ouais. Et quand tu chantes le couplet, et quand tu arrives au refrain, et que tu fais « Oui, je sais que tu es en moi ». Vous voyez, j'ai la chair de poule parce que c'est toujours pareil. Oui, je sais que tu es en moi. Parce que quand je chante cette chanson, j'essaie de trouver un signe en haut. Je sais pas, un nuage ou quelque chose. Et quand tu entends 80 000 voix qui font « C'est mon papa », c'est très énorme, fort. Hein. C'est une façon de... Voilà, il vit toujours à travers cette chanson. Et puis mon autre grand-père qui était un artiste. Voilà, qui était un artiste, qui écrivait des poèmes,
qui dessinait. J'aime écrire, c'est médiocre. Enfin, en fait, non, c'est pas médiocre. C'est nul. C'est nul. Hein, mais par contre, j'aime dessiner. Ouais. C'est aussi nul, mais j'aime l'état dans lequel je suis. Et voilà, donc c'est tout ça que j'ai hérité de tout ça. Donc être métis aussi, parfois, ça peut être frustrant ou pas? Parce que vous avez déclaré quand vous étiez champion de tennis, quand vous gagnez, vous étiez français, quand vous perdez, vous étiez camerounais. Parfois, ça peut être compliqué aussi être métis, Eric Noah. Parce qu'on a le sentiment parfois, en regardant le quotidien de certaines métisses, que beaucoup sont encore en quête de leur vraie identité. Il y a toujours un peu cette quête d'identité chez les métis, hein, que ce soit ici au Cameroun ou en France. Ou ailleurs. Ou ailleurs. Ouais. C'est ça, le sentiment que j'avais et ce que j'ai pu dire il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans évolue. Forcément que le métis à qui tu poses une question, parce que j'ai fait mes premières interviews, j'avais 12 ans. Donc c'était il y a 50 ans. Donc maintenant, ouais, avec le temps, moi je crois que c'est une question de... En fait, on appartient aux gens qui vous aiment. Si moi je suis ici et les gens m'aiment, je me sens tellement camerounais. Absolument, ouais. Parce que c'est les gens qui m'aiment. Et j'ai un parcours où j'ai l'impression que j'ai reçu, mais humblement, des fois plus d'amour que je mérite. Et je le traite avec beaucoup de gratitude et de délicatesse. Et oui, bien sûr, des fois, il y a eu des situations. Après, c'est une question de perspective. Et oui, aujourd'hui, j'en parle de tout à fait. Oui, bien sûr. J'ai, par exemple, en ce moment, un souci local que vous avez dû suivre sur les réseaux. Un souci local. On en parlera tout à l'heure. On en parlera. Eh ben, pour répondre à votre question, il y a tout d'un coup des voix qui s'élèvent, ou tout d'un coup, le français. Le français, c'est amusant, non? C'est amusant. Et oui, quand je gagne, ça dépend. En fait, vous appartenez aux gens qui vous aiment et vous leur redonnez. Et puis des fois, il y a des gens qui vous aiment pas et puis tu leur fais changer d'avis. Et là, tu gagnes. Alors, que deviennent vos deux sœurs, Isabelle et Nathalie? Mes deux sœurs, ma sœur Nathalie, je l'ai pas vue depuis quelques années. Elle est mamie. Elle s'occupe de l'association que j'avais fondée avec ma maman, qui s'appelle Les Enfants de la Terre. Elle fait du très bon travail parce que c'est une fille c'est la fille de sa maman. Donc c'est une association qui était une association familiale. Elle est présidente des Enfants de la Terre. Et donc l'idée, c'est d'aider les enfants à travers des maisons que nous avons à ou survivre, ou en tout cas avoir une éducation. Et Nathalie s'en sort très bien, elle le fait très bien. Zaza, mon autre petite sœur, Isabelle, ouais. Isabelle est artiste, intense. Les artistes souvent trouvent l'inspiration dans la douleur et dans le décalage et dans la souffrance. C'est pas facile de créer si tu es pas sensible. C'est pas facile de créer si tu es pas facile. Quand tout va bien, c'est très très dur de créer. Et donc, depuis très jeune, elle est souvent en recherche du déséquilibre. Et quand ça devient inconscient, c'est bien pour ta partie artistique, mais c'est plus compliqué dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est ma Zaza. Et puis j'ai une autre sœur qui est Zakia, qui est ma demi-sœur, donc ma sœur, et qui elle est qui est en France et qui va bien, qui mène sa vie tranquillement. Alors en 2017, suite au décès de votre père, tonton Zach, qu'on appelait affectueusement, vous répondez à l'appel des ancêtres. Vous êtes désormais patriarche dans votre village Etoudi. Il y a eu des reportages autour de ce retour vers les ancêtres. Alors comment ça se passe la succession chez les Etoudi? Ça se transmet de génération en génération. De père en fils ou de génération en génération? De père en fils. D'accord. Et de grand-père en petit-fils, en tout cas en ce qui nous concerne. Je portais le nom, je suis le premier garçon Noah de ma génération. Je suis le premier Noah. Donc, naturellement, quand je suis né, garçon, je devenais non seulement le patriarche, mais la réincarnation de mon grand-père. Il y a une dimension mystique dans tout cela? Évidemment. Vous êtes passé par des rites d'initiation? Ça, c'est plus folklorique. C'est plus folklorique. Mais dans le fond? Dans le fond, je suis mon grand-père. D'accord. Je suis lui. Il est là. Donc, c'est ça. Et donc, oui, il y a des rites. Mais le fond, c'est... Le rite, en fait, permet de se mettre en sensibilité
pour recevoir l'énergie. Le rite, oui. Et oui, il y a eu les rites. Oui, il y a eu des rites. C'était très fort ce moment-là. Parce qu'il y a des comment dire. Passer par des épreuves. Il y a dans ces moments-là, il y a toujours quelque chose qui se passe de naturel, de nature, dans la nature. La fois où mon grand-père est parti, que j'étais là, quand le prêtre de l'église d'Etoudi a annoncé, alors qu'on était en pleine saison sèche, que Simon Nwabike part, il y a eu un tonnerre fort. Parce que là, le patriarche était parti. Et une pluie forte. Et on ne pouvait plus s'entendre. Vous savez, comme à l'église d'Etoudi, c'est les tôles. On ne s'entendait plus. Tout le monde a tremblé. Et quand on est sorti, vu que c'est la conclusion, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire au revoir à Simon Nwabike. On est sorti, il y avait un nuage qui passait comme ça. Moi, je suis sensible à ces choses-là. Quand j'étais après les rituels, quand j'étais officiellement annoncé après les nombreux palabres qui font partie du folklore, j'ai été annoncé officiellement. Enfin bon, je sais pas si vous êtes venu à la maison. On a des arbres. Il y a 2-3 arbres centenaires qui sont là. J'ai jamais vu des corbeaux. J'ai jamais vu des corbeaux. Des corbeaux depuis que je sais. Et à ce moment-là, quand on m'a mis la feuille de banane, la feuille de bananier, et qu'on m'a donné il y a peut-être 100 corbeaux qui ont commencé à crier, qui sont partis comme ça. Bon, on n'est pas obligé de croire. Je ne vends rien ici. Je m'en fous complètement. J'ai juste la force de pouvoir dire la vérité. Et d'ailleurs, à ce sujet, oui, Yannick. excusez-moi, à ce sujet, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai fait, c'était la première fois que je faisais Simon Papatara. Donc pour moi, parler de cette chose-là qui est un peu mystique, comme vous disiez, spirituelle, c'est pas facile de chanter que tu as vu ton grand-père qui est mort il y a 20 ans. Les gens se moquent. Les gens te prennent, Yannick, tu sais, il a ses cheveux là, peut-être qu'il fume le truc là, il fume le truc, tu vois, il y a ce truc là où peut-être on sait que bon, il est sportif, on sait qu'il se bourre la gueule, les choses comme ça. Tu sais, il y a un côté un peu des gens cyniques, tu vois. Et donc, j'essaie d'être vite. La première fois, donc, j'ai tourné le clip ici, on a fait ça à Kribi. Et quand j'ai fait la première émission de télévision, c'était une émission un peu, on va dire comme ici, sauf que je chante et après je viens parler de la chanson. Donc j'arrive, c'est la première fois que je chante. Je dis, j'espère qu'ils vont respecter ça. Je ne savais pas. C'est compliqué d'aller chanter. J'ai chanté la chanson. On a terminé. Je suis venu m'asseoir à côté de Christine Bravo. Et il y avait des artistes. Il y avait une fille qui s'appelle Hélène Ségara. Et un autre artiste qui est un comique qui s'appelle Pierre Palmade. Et Hélène a dit, mais vous savez, attendez, hein, c'est sérieux, hein. Tout de suite, je n'avais même pas parlé. Mais ça, moi, j'y crois, hein, parce que moi, dans mon pays, c'est comme ça. On y croit, ça existe, ça existe. Donc, ça m'a un peu rassuré. Mais bon, Pierre Palmade a voulu faire de l'humour. Il a voulu faire de l'humour. Et a dit, tu sais, moi, quand les gens, ils sont crevés, je les vois pas. Et donc, dans ces moments, et là, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Et quand, tu sais, vous savez, quand tu fais des blagues comme ça, il y a un ambianceur qui dit applaudissez, rigolez, même si tu n'as pas envie de rire. Donc les gens commençaient à rire. Et Papa Tara avait cette chose. Je m'amuse pas avec toi. Donc j'ai fait comme ça avec lui. Il a eu peur comme ça. On s'amuse pas avec ça. Parce que j'étais vexé. Mais c'est comme si à ce moment-là, Papa Tara était à travers moi. Il y avait 2 grands spots. 2 grands spots. Des petites lumières de décoration, mais 2 gros spots. Quand j'ai fait ça, un spot a pété. En pleine émission. En pleine émission ça, c'est terrible, et on s'est retrouvé dans une demi-pénombre. Les gens, et alors lui, il était comme s'il allait s'évanouir. Et en plus de ça, tu sais, j'étais encore lancé par mon émotion. J'ai continué. Ne t'amuse pas avec ça. Et je me suis posé comme ça. On a donc arrêté l'émission, puisqu'il fallait changer le spot. Chaque fois que je vois Pierre, on fait un truc qui s'appelle les restos du cœur. Pierre dit, même si on est comme ça, il va venir, il va m'en faire, oh putain, attends, alors Yann, il m'a fait un truc, attends, c'est un truc de fou, hein. Tu sais que ce gars-là, tu sais qu'il y a de la sorcellerie, hein, là-bas, il connaît, hein. Tu sais quoi, à un moment, il y a un truc, j'ai fait le con, j'ai dit un truc, putain, le truc, il a pété, putain, j'ai eu peur, hein. Putain, non, mais je respecte ces trucs-là, c'est comme ça tu vois, ces trucs-là, non. Moi, je crois que ça existe, il faut pas s'amuser. Il faut pas s'amuser avec ça.
Voilà, Yannick Noah, invité de Face à ECN. Nous sommes en direct de l'Institut français du Cameroun, l'antenne de Yaoundé. Alors, en tant que patriarche, quelles sont vos responsabilités, Yannick Noah, vis-à-vis de votre communauté? Vous occupez à quoi désormais? Ben avec le temps, ça change parce que moi, j'ai grandi à Etoudi. Etoudi, c'était un village. On partait de Loncac, on sortait de Loncac, on sortait de la ville pour entrer dans une zone dite Tongolo, où là, c'était la brousse. C'était la brousse. Et avec le temps, donc c'était les étudiants qui habitaient là. Chacun habitait, et puis avec le temps, maintenant, on est entouré de la ville. C'est un quartier. C'est devenu un quartier. Donc forcément, le chef qui était Papa Tara, lui, je me rappelle très bien, sa maison est toujours là, existe toujours. Il y avait ce manguier, il garait sa voiture et le soir, il attendait. Les gens venaient le parler, lui demander conseil. C'était comme ça que ça se passait. On venait demander une audience au chef, il t'attendait, il te donnait des conseils et puis tu partais. Maintenant, c'est pas pareil. Maintenant, c'est complètement différent. Les choses ont changé, la ville s'est invitée. Hein. Les choses ont changé et il reste quand même, bien sûr, une communauté. Et je suis chef de cette communauté. Pour moi, de quoi il s'agit, en tout cas, voilà, c'est m'occuper des anciens. Parce qu'il faut respecter les anciens. Et comment tu t'occupes des anciens? Bien sûr, c'est aujourd'hui, vous savez, on n'a pas la santé. C'est la santé. Vous savez bien que c'est cher. Vous savez bien que des gens on vit pour la plupart dans le manque et parfois même dans une grande pauvreté. Et il y a des gens, si tu n'as pas à un moment les 200 000 qu'il faut, qui arrive à avoir 200 000 si tu tombes malade. Donc c'est plus que ça, tu meurs. Donc c'est à ce moment-là que j'ai cette chance de pouvoir aussi participer. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes un chef traditionnel, un patriarche qui fait l'unanimité? Bon, je pense... Au sein de sa communauté, je pense que je fais l'unanimité. D'accord. Oui. Regardez la caméra et passez un petit message à vos frères et sœurs et tout dit, peut-être en langue Ewondo. Vous avez votre caméra juste en face de vous. Est-ce que je n'ai pas besoin, Mekana, je n'ai pas besoin de passer à la caméra pour vous parler? N'est-ce pas, vous savez où me trouver? Il y a quoi? Vous parlez un peu Ewondo? Oh oui, toi, Guivo. Ok. On a parlé de vos enfants et de vos petits-enfants tout à l'heure. J'aimerais qu'on termine cette séquence avant de retrouver de la musique. Vous avez également été marié plusieurs fois. Je vous l'ai dit, on va parler en toute liberté. Premier mariage en 1984 avec ancien mannequin de l'agence Elite, Miss Suède, 78, Cécilia. Après un divorce, vous vous remariez en 1995 avec le mannequin Ether Sweet White. Vous divorciez en 1997. En 2003, Yannick, vous partagez votre vie avec Isabelle Camus, qui est la productrice de la série à succès. Bon, ça, vous êtes en train de donner la version officielle. Ah, okay. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que nous sommes en 2022. Quelle est votre situation matrimoniale, Yannick? Qui a mot? Vous êtes un patriarche, hein, mais... Non, je vais dire que, bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui suivent le football. Je suis sur le marché des transferts. D'accord. D'accord. Il y a le mercato qui est là. Je vais aller vers l'équipe qui veut jouer la Champions League. Voilà. Alors, je ne suis pas encore prêt à jouer la deuxième division. Je vise la Champions League. Alors, il y a une réaction que j'ai reçue sur ma page officielle, Eric Christian officiel. Oui. C'est une internaute qui m'a demandé de vous poser la question. Maintenant que vous êtes patriarche et tout, vous savez que les patriarches, généralement en Afrique, peuvent disposer de plusieurs femmes. Est-ce que vous êtes finalement prêt à avoir une Camerounaise comme épouse, Yannick Noah? Je fais ce que je veux à moitié, quoi. Ah ouais. Non, mais quand je vois une femme, et j'ai habité 50 ans en France, forcément j'étais plus avec mes vrais amis, mes bons amis de fraternité, c'est des Français. J'ai grandi là avec eux. À l'époque où j'avais pas des parents, j'allais chez eux. Ma famille, c'était chez eux. Je reviens ici. C'est pas une compétition. Et j'aime bien cette idée d'être sur le marché des transferts. Il y a des propositions ici et là. Il faut prendre le temps. Parce que si tu signes ton premier contrat, tu es foutu. C'est ça. Il faut attendre. Tu sais que bon, peut-être qu'on va offrir un peu plus ici. Non, pour la petite histoire, je me suis marié. Quand j'ai rencontré Cécilia, c'était à New York. Et c'était Cécilia, j'aime pas dire première femme, c'est ma femme, c'est la mère de mes enfants. On est des très bons, on est toujours amis, il n'y a pas de problème. Et je voulais qu'on se marie ici. Donc on est arrivé à l'église d'Etoudi, n'est-ce pas? Donc il y avait, tout Etoudi était là.
tout Etoudi était là. Yannick se marie, c'était la magie, tu vois. Tout le monde était là, tout le monde était là. Et forcément, il y avait quelques amis français qui avaient fait le voyage et la famille suédoise. Donc, il y avait peut-être, allez, on va dire 400 Khmers et quelques Blancs. Ils étaient là. Donc, ça commence, on est installé comme ça. La cérémonie, les danses traditionnelles, c'était super beau à l'église d'Etoudi. Et après ça, au moment alors, il faut maintenant, on se lève. On dit, bon, on va maintenant passer au moment solennel où, bon, Madame Cécilia Noah, Mademoiselle Cécilia Rhodes, acceptez-vous de prendre pour époux Yannick Noah? Elle dit, yes, oui, oui. C'est la magie, fort. Yannick Noah, avant d'aller plus loin, j'avais une question fondamentale à vous poser. Vous avez décidé de vous marier sous quel régime? Je suis déjà dépassé. C'est-à-dire que, ah bon, hein, c'est comme ça. Et je le regarde dépassé. Alors, ceci, elle est comme ça. Ma femme est comme ça. Et il dit, sous le régime monogame ou polygame? Non, il n'a pas fait comme ça. Je te dis, regarde d'abord ma face. Il a dit, monogame ou polygame? Ouais, dis donc, je suis dépassé. Alors là, dans ce moment, je me retourne vers mes parents. Je regarde d'abord maman. Maman fait monogame. Tu as connu mon père, non? Tonton Zach. Je me tourne vers mon père, il fait. Donc alors, je décide que bon, je dis monogamie. Il dit pardon, monogamie. Il dit vous pouvez parler plus fort. Je fais monogamie et là il y a tous les cousins qui font oh si. Donc voilà un peu. Bon, et des fois, je m'amuse avec ça dans les concerts. Tu sais, dans les concerts, il y a des moments où je fais des canons. Alors, je dis, bon, allez, est-ce qu'il y a des gars ici? Parce qu'en général, dans mes concerts, les gars sont là, mais en général, c'est comme, ils veulent toujours s'excuser d'être là parce qu'ils préféraient le joueur de tennis, j'aime pas trop sa musique. Alors, et les filles, elles sont très motivées. Ouais. Donc, c'est souvent les femmes qui amènent leur mari ou leurs enfants, etc. Bon. Donc, moi, j'ai les gars, vous êtes là, donc je fais un canon ici. Alors, les gars, ils sont toujours timides, ils chantent pas beaucoup. Et les filles, allez, les filles, ouah, ça crie comme ça, ils chantent. Et là, moi, je dis, mais je ne comprends pas cette histoire, les gars. Vous ne chantez pas. Vous n'avez pas le droit de chanter ou bien... Quand vous rentrez chez vous, vos femmes vous disent que c'est interdit de chanter, c'est quoi? Alors je raconte que moi au bled, parce que quand tu es là-bas, tu peux mentir. Hein. Des fois, je peux dire que j'ai des éléphants dans ma cuisine. Ils sont dépassés. Je te jure, tu racontes des histoires. Alors je sens que bon, j'ai la tension entre les chansons, ouais. Tu vois. Je dis, mais vous savez que chez nous, moi je vous dis, les filles là, vous faites les manines, vous chantez. Je fous un vrai bordel. Je dis, mais nous, si vous venez au pays, hein, nous, on a plusieurs femmes. Hein. Chez nous, il y a plusieurs femmes. Toi, tu as la cuisine, toi, tu t'occupes de moi. Les filles, je dis, les gars font, ça les fait déjà rêver, tu vois. Et je dis, mais attention, hein, attention. La polygamie, hein, c'est une vérité. Parce que les monogames, en fait, la polygamie, c'est la même chose, sauf que c'est officiel. Et là, alors, les gars sont calmés. Les gars regardent. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pourquoi tu rigoles? Je dis, oui. Non, le nombre de gars qui trompent leur femme, il y a quoi? On dit normalement que bon, voilà, tu as cité. Ça, c'est officiel, hein? Non, mais c'est pas que je me suis marié à chaque fois que j'ai rencontré une femme d'abord. Heureusement. Et heureusement que j'ai pas eu des enfants avec toutes les femmes que j'ai connues. Parce que là, c'était plus un village, c'était, bon. Voilà. Yannick Noah est avec nous sur le plateau de Face à ECN. On va marquer une courte pause. On va écouter Eric Bex. Eric Bex est auteur-compositeur camerounais basé à Yaoundé, artiste reggae et sa guitare pour un bon moment de live. À tout de suite. And forevermore. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, tu nous piffes beaucoup
mais les caméras ne te vivent plus. Ta sécurité, même ton unité, ils s'en foutent. À toi l'amour et le grand honneur. Mon la président, sécurise-nous mon le pays. Les Boko Haram veulent nous killer. Ils veulent qu'acham nos ressources. Ils profitent de la corruption et du chômage. Pardon, arrange-nous les ouais. Sinon la vinaigrette va comme moi par les narines. À toi l'amour et le grand honneur. Mola fonctionnaire, how que tu waka dans les VX avec ton salaire. Alors que l'artiste et le sportif waka en sans confiance. À choix même situatif. Tu m'imbats que si tu crées les entreprises qui vendent cosmique sur Facebook. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre choix et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. On tel au camé, construisant le pays, les dieux ils ne font que parasiter l'État. Le Betty Wed, le salaire du Ngomna, le doigt la mec, le Nyanga. Le BAMS nous trompe qu'il mègue le commerce, mais pourtant la fraude c'est lui, et c'est seulement pour ses frères. Tandis que le Wadjo rêve encore de l'époque de Grand Mamadou. La jeunesse chante oh les vieux nous enculent, mais personne ne veut Golech pour Tchalaou. On veut Guambeng, on devient Waka, on guille derrière, on daille dans la mer et le fait. À qui la faute? Est-ce qu'on t'accorde le cerveau mon frère pour que tu crées ta part de dos? À toi l'amour et le grand honneur. Land of promise, land of promise, land of glory. Down of life and joy are only star. Thine be honor, thine devotion, honey Pandiaman forevermore. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre choix et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre choix et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Pays de Oumyobe, à toi l'amour et le grand honneur. Madame Paul Samba, à toi l'amour et le grand honneur. Ernest Wandier, à toi l'amour et le grand honneur. Douala Mangabel, à toi l'amour et le grand honneur. À toi l'amour et le grand honneur.